L'alerte suffit-elle? Quelle est la responsabilité des représentants politiques? Peut-on se contenter d'alerter ou faut-il résister? Autrement dit, nous allons regarder toutes ces questions et les termes qui peut-être ne sont pas clairs pour tout un chacun. On entend beaucoup parler de désobéissance civile, on entend parler d'activisme, on entend parler de résistance, d'action pacifique. Et hélas, depuis quelque temps, on entend aussi parler d'éco-terrorisme. C'est le mot qu'a utilisé le ministre de l'Intérieur après la manifestation contre les méga-bassines toute récente. On a aussi entendu la ministre de la Culture parler d'éco-vandalisme à cause des actions d'une association qui s'appelle Just Stop Oil, qui a fait des actions, vous savez, coup de poing dans les musées, où on jette de la soupe, du lait, où on colle ses mains sur les vitres des tableaux. Et donc, on a parlé d'éco-vandalisme. Donc, ce sont des termes qu'il faudra qu'on interroge, et peut-être que vous nous expliquerez ce que vous en pensez, parce que, effectivement, si la résistance, la désobéissance civile se transforme en éco-terrorisme, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Voilà, moi je pense qu'on va commencer. Donc j'ai prévu à peu près 40 minutes de discussion ici, de présentation par chacune des 4 intervenantes, et puis ensuite 40 minutes, si c'est possible au moins, de débat avec vous, en essayant que tout le monde puisse parler. On prendra les interventions par 2 ou 3 pour que la table ronde puisse répondre, si vous en êtes d'accord. Ça va comme ça ? Ok. Alors j'ai envie de commencer par les 2 activistes revendiqués de dernière rénovation et d'Extinction Rebellion, en leur demandant pourquoi vous avez choisi ce type d'action, qu'est-ce que vous en attendez, et pourquoi ne pas avoir porté par les moyens plus traditionnels, les pétitions, les manifestations, l'adhésion à un parti, vos craintes ou vos espoirs. Alors je commence par Mangoa. Merci beaucoup. Donc en fait, justement, c'est assez drôle et je pense que mon parcours est assez classique par rapport aux autres membres d'Extinction Rebellion ou d'autres militants de mouvements similaires. Avant ça, j'ai commencé par tous les petits gestes qu'on nous somme de faire. Je suis devenue végétarienne, pratiquement zéro déchet, pas d'avion, etc. Et donc il y a toute cette remise en question et qui se fait petit à petit. Hein, le changement n'a pas été radical en une semaine, hein, ça a pris plusieurs mois. Et ce sentiment de solitude que en fait, tout ce qu'on fait, en fait, ne sert à rien et n'a pas un réel impact, un impact aussi fort par rapport en regard à l'urgence climatique. Et donc, c'est aussi tombé à un moment de ma vie où j'avais un petit peu plus de temps, parce que militer, ça demande du temps. Et je regardais un film en famille, et le film, c'était Les Suffragettes. Et ça m'a fait un déclic. Et vraiment, il y a ce sentiment donc, dans ce film où justement ces femmes réclament le droit de vote et on se moque d'elles. Et en fait, j'avais l'impression que c'était les mêmes moqueries que j'avais au travail, d'être végétarienne, etc., de faire tous ces petits gestes. Et aujourd'hui, personne ne remet en cause le droit de vote des femmes. Enfin, je pense pas, je pense qu'en général, c'est quand même assez bien accepté. Et quand on voit en fait tout ce travail qu'elles ont fait et comment en fait ce n'était pas accepté à l'époque, ça a résonné, ça a fait écho en moi. Et 2-3 jours après, j'ai entendu parler d'un mouvement qui se lançait en Angleterre, qui était Extinction Rebellion. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Et j'ai cherché sur Internet si une branche française existait. Et en fait, elle commençait à peine à se lancer. C'est là où j'ai rejoint justement cette aventure. Donc les pétitions, je les ai faites, les marches aussi, avant. Tous ces petits gestes. Et en fait, vraiment, c'est par rapport à l'urgence. Ça suffit pas, c'est pas assez. Il faut passer à la vitesse supérieure et je pense qu'en regardant aussi les autres combats, bah, c'est ça qui m'a inspirée. Vous nous expliquez le petit dessin qui symbolise Extinction Rebellion? Oui. Donc en fait, si vous l'avez pas en tête, c'est un cercle avec un... Ah ben voilà, il s'affiche juste là. Donc en fait, le cercle représente la Terre et à l'intérieur, il se trouve un sablier par rapport au temps qui nous reste, parce qu'il nous reste assez peu de temps. Voilà. Et donc le logo est très très simple et je pense que c'est une des forces du mouvement parce qu'il marque et en fait une fois qu'on a l'explication elle est assez simple et on la retient. Très bien. Alizée, à vous, dernière rénovation. Alors d'abord vous nous expliquez le titre, dernière rénovation.
Parce qu'on a tous vu aussi dans certains pays, il y a dernière génération, c'est-à-dire nous sommes la dernière génération à pouvoir agir. Alors pourquoi dernière rénovation? On fait partie d'une coalition en fait internationale qui s'appelle le réseau A22, dans lequel justement il y a des campagnes qui se prénomment dernière génération. Et nous on s'est lancé comme ça avec ce prénom tout au début, avant de choisir notre revendication qui était sur la rénovation énergétique. Et du coup c'est pour ça qu'en fait on a allié ces deux mots ensemble, dernière rénovation. Alors, et vous, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce type d'action? Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que c'est juste pour interpeller, pour que les médias s'intéressent à ces questions que vous soulevez? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Dites-nous. Non, mais moi je trouvais que c'était important de rappeler qu'avant dernière rénovation, j'ai jamais été engagée dans quoi que ce soit. Parce que je fais partie de ces personnes qui entendent ce qui se passe, mais je faisais partie de ces personnes qui entendaient ce qui se passe et ne bougent pas plus que ça, parce que c'est assez déprimant, parce que je vois pas comment on peut faire réellement changer les choses. Du coup, voilà, j'ai quand même pas mal grandi avec cette petite éco-anxiété en moi, mais sans vraiment penser faire quelque chose de grand. J'étais en Angleterre au moment où Extinction Rebellion s'est lancée. Moi, je faisais mes études à l'époque là-bas. Et c'est vrai que je voyais ces personnes hyper engagées, hyper à fond, quoi. Je me disais, waouh, ok, c'est bien. Et je pense que, quand je me rappelle de ça, en fait, moi, je pense que je me sentais en fait complètement détachée de la nature. Que moi, être humaine, je ne faisais pas partie en fait de la nature qu'il faut protéger. Et je pense que c'est un peu de plus en plus en fait avec le Covid aussi, je fais partie de cette génération des jeunes en fait qui se sont fait chier pendant le Covid et qui du coup ont dû en fait, en tout cas moi personnellement, j'ai lu des articles, j'ai commencé à m'informer et à comprendre que j'étais connectée aussi à la nature et que en fait on allait avoir de plus en plus de virus, il y avait ci, il y avait ça qui allait sortir, et il y avait de plus en plus d'articles aussi qui sortaient, et c'est un peu comme ça que c'est venu en moi en fait cette envie de s'engager et de se dire il faut taper au plus fort pour que réellement ça ait un impact, parce que là la radicalité climatique, du changement climatique, il est très très haut, donc si on veut être à cette hauteur là, il faut aussi que nous on fasse des changements très très forts. Alors dans vos sites respectifs, que ce soit Extinction Rebellion ou Dernière Rénovation, moi j'ai relevé des mots, des expressions, donc entrer en résistance civile, nous sommes là pour des actions, pas des mots. Et du côté d'Extinction Rénovation, il y a le mot rébellion, qui est clairement marqué, donc vous vous sentez rebelle, et jusqu'où va aller votre rébellion? C'est une très bonne question. Je pense que c'est dur d'y répondre. Il y a une espèce d'escalade qui est du mouvement, mais qui est aussi très personnelle en fait. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. On ne commence pas sa première action en allant bloquer un aéroport, en montant une action pour aller bloquer un aéroport. Et donc il y a un apprentissage, mais aussi un apprentissage d'aller toujours plus loin. Et en fait, moi je le vois par rapport à mes actions que je vais mener avec Extinction Rebellion, mais en fait il y a toujours un cran de plus en plus au-dessus. Et savoir où ça va s'arrêter, je sais pas. Après aujourd'hui, le cadre d'Extinction Rebellion, de la non-violence, etc. en fait me convient. Mais si ça me convient pas, ou si ça me conviendrait plus, il y a d'autres cadres et d'autres mouvements qui existent aussi. Et ça peut être intéressant de passer d'un cadre à un autre en fait pour parler de tout ce qui est complémentarité des luttes, etc. Et ce qui n'est pas permis de tolérer dans Extinction Rebellion peut être plus à même ailleurs. Et par exemple à Aide de Galène 2, etc. Où j'ai aussi milité cet été, et en fait faire le pont entre tous ces mouvements. Donc l'action pacifique est revendiquée par Extinction Rebellion. Du côté de Dernière Rénovation, ouais, je voulais reprendre par rapport à justement la rébellion. C'est vrai que nous on parle plus de résistance et qui pour moi en fait c'est justement quand on parlait des suffragettes, c'est un peu ça en fait dans l'histoire. Si on veut créer du changement, des changements sociétaux, ça se fait en fait par des actions non violentes, ça se fait par de la résistance, et que ça se fera jamais par nous ici ce soir en parlant sur ces chaises-là, quoi. Il faut qu'on aille en action, il faut qu'on fasse des choses qui dérangent, parce que c'est en dérangeant le public aussi qu'on change les mentalités et qu'on change après notre société. Très bien. Alors, on va passer, si vous en êtes d'accord, à Marie,
qui va peut-être nous expliquer, elle, son cheminement, hein, d'une affaire pour tous, notre affaire pour tous, à être députée européenne, donc au Parlement. Ça change un petit peu la donne. Racontez-nous. Oui, merci et bonsoir à toutes et tous. Je racontais à Françoise en arrivant que la seule fois où je suis venue ici, auparavant, c'était il y a presque pile poil 5 ans, parce que c'était le 17 novembre 2017, et c'était parce que nous avions réuni ici, avant de lancer l'affaire du siècle, une dizaine de ces mouvements pour la justice climatique qui étaient en train de se lancer à travers le monde, et aussi un certain nombre de juristes d'assez haut niveau qui portent des idées différentes pour évoquer les pistes d'action qu'on pouvait mettre en place. Et c'est vrai que dans la bataille qu'on menait, à la fois pour l'action pour le climat, mais aussi pour la reconnaissance des droits de la nature, pour la condamnation des crimes contre l'environnement, d'ailleurs je reviendrai un petit peu sur cette appellation d'écoterrorisme par Gérald Darmanin, mais il y a plusieurs façons de faire, et il y a une capacité de faire du plaidoyer de façon très traditionnelle, hein, ce que font les associations dans le monde habituel. Il y a une capacité de plaidoyer avec plus d'activisme que ça, voilà. Et puis, il y a le fait de faire avancer les décisions de justice, la jurisprudence. Et d'ailleurs, si on le fait avancer un peu partout autour de la planète, on peut faire naître ce qu'on appelle une coutume internationale, parce que le droit international, il naît quand on signe des traités, ou alors il naît quand il y a des jurisprudences qui sont adoptées un petit peu partout et qui donnent lieu à ce qu'on appelle une coutume internationale. Et donc on a plusieurs manières de faire valider cette action pour le climat. Et on était juste après l'accord de Paris, où on se rendait bien compte qu'en fait il n'y avait aucun mécanisme contraignant derrière, mais on s'est dit, à peu près au même moment, des centaines de personnes partout autour de la planète, qu'on avait envie d'agir ensemble dans chacun de nos pays pour que ce soit contraignant et qu'on le fasse reconnaître par les cours nationales. Voilà, donc ça c'était la bataille qu'on portait. Mais à la fois, voilà, on peut faire naître des jurisprudences, on peut pousser les juges à prendre des décisions. Dans ce cadre-là, la pression citoyenne, elle est extrêmement importante. Et je pense qu'on a gagné l'affaire du siècle aussi, parce qu'on a été 2,5 millions à signer et à soutenir l'action en justice. C'est ça aussi qui met la pression aux juges. Les juges, ils sont citoyens d'un pays, et donc ils prennent des décisions aussi en fonction de ce que l'opinion publique émet comme valeur et comme requête, comme revendication. Donc ça a marché, mais il y a aussi une autre manière de changer les règles qui est cette affaire de signer des traités au niveau international ou d'écrire des lois au niveau français et européen. Et donc pour moi, c'était très logique de continuer à mener la bataille. Mais dans le cadre du Parlement européen, je continue à mener cette bataille. Alors je la mène parfois avec Extinction Rébellion à l'extérieur du Parlement. Je continue à agir avec notre affaire à tous. On fait des tas de choses, mais aussi à l'intérieur de l'institution. Évidemment, c'est extrêmement dur. Je pourrais égrener toute une liste de sujets sur lesquels on est en train de reculer alors qu'on a toutes les connaissances scientifiques, qu'on a à peu près toutes les solutions, qu'on sait à peu près vers où il faut aller. Voilà, je pourrais égrener une liste à l'infini et parler pendant très longtemps de tous ces sujets-là. Mais je sais aussi qu'on a besoin de gens à l'intérieur des institutions qui portent des idées différentes, des idées nouvelles. Et pour vous donner juste l'exemple de la reconnaissance du crime de l'écocide, quand je suis arrivée en 2019 au Parlement européen, quasiment personne ne savait ce que signifiait le terme d'écocide. Donc éco et cide, hein, c'est les crimes les plus graves contre notre maison commune, les crimes contre la planète. Et depuis, le Parlement européen a appelé à plusieurs reprises à sa reconnaissance, et on est en train aujourd'hui de réviser une directive dans laquelle, si je travaille bien et on fait ce qu'on peut, mais dans laquelle peut-être que d'ici l'été prochain, le crime d'écocide pourrait être reconnu en Europe. Et donc c'est pour vous dire que parfois, on peut réussir, même dans l'institution, à essayer de faire bouger les lignes, mais ça ne se fait jamais dans une bulle institutionnelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être élu et être détaché de ce qui se passe dans la société. On ne peut pas être élu et faire bouger les lignes à l'intérieur de l'institution s'il n'y a pas une énorme pression citoyenne, s'il n'y a pas une mobilisation des médias, c'est un vrai sujet dans notre pays, s'il n'y a pas une mobilisation de la sphère des experts, des académiques, et s'il n'y a pas une pression des citoyennes et des citoyens qui doivent absolument aussi être protégés dans le cadre de leurs actions. Donc en fait, c'est pas une action contre une autre, c'est tous ensemble, et a fortiori, tant qu'on n'a pas gagné ni la majorité culturelle ni la majorité politique, et puis que la majorité culturelle avance en réalité beaucoup plus vite que la majorité politique. Très bien, merci Marie. Martine. Alors, Martine.
tu as été un peu activiste hein, aussi. Tu nous racontais tout à l'heure que tu avais sauté par-dessus la grille de la Banque de France pour une députée. Tu étais déjà députée. Bon. Bref, tu as fait des petites choses, peut-être non pas éco-terroristes quand même, mais non, ni éco-vandalistes. Bon, là, qu'as-tu fait? Oui, moi je voulais réagir par rapport à ce qui a été dit par rapport aux suffragettes, et par rapport à ce que vient de dire Marie. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a jamais eu, enfin, franchement, je ne trouve pas d'exemple de conquête progressiste s'il n'y avait pas des luttes avant. Si on prend côté femmes, bon, cette génération, la bataille sur la contraception, la bataille sur l'IVG, c'est parce qu'il y avait des mouvements de lutte des femmes, et aussi par des hommes quand même, sur la question de la contraception, en tous les cas, l'IVG aussi, qu'il y a eu les lois. On nous dit souvent Simone Veil. Oui, Simone Veil a eu le courage de porter la loi à l'Assemblée nationale, mais s'il n'y avait pas eu la mobilisation des femmes, il n'y aurait jamais rien eu. Donc, ce qui est vrai pour les femmes est vrai de manière générale, c'est-à-dire que c'est vrai que pour l'environnement, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut effectivement avoir un pied dehors, un pied dedans, parce qu'il ne peut pas y avoir de progrès s'il n'y a pas mobilisation citoyenne. Mais je dirais qu'aujourd'hui, la différence, c'est qu'on est par rapport à tout ce qui est écologie, et pas seulement climat. On n'est plus dans le temps de l'information. Je crois que maintenant, et encore plus après l'été qu'on vient de passer de canicule, d'incendies y compris en Bretagne, d'arrêtés de sécheresse un peu partout, y compris en Normandie. Si on nous avait dit un jour qu'il y avait des arrêtés de sécheresse en Normandie, bon, voilà. Je crois qu'aujourd'hui, bon, il reste évidemment quelques climato-sceptiques, il y en aura toujours, hein, des gens qui sont convaincus que c'est un complot de je sais pas qui, bon, il y en aura toujours. Mais l'immense majorité de la population aujourd'hui est convaincue, pas par les discours qu'on a pu tenir les uns et les autres pendant des années, hélas, mais par la réalité des faits qui nous ont rattrapés, quoi. Bon. Donc maintenant, on n'est plus dans ce temps. Donc c'est vrai qu'on est dans le temps de l'action. À la fois le temps de la dénonciation, et moi c'est vrai que je salue toutes les actions qui sont menées, par exemple, contre les banques, contre les entreprises pétrolières et ainsi de suite, pour dénoncer, parce que les citoyens ne sont pas forcément au courant de ce qui... Ils disent, ah oui, il y a un réchauffement, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est bien qu'il y ait des actions de dénonciation. Et puis, l'action. Alors, c'est vrai que moi, ce que je trouve, mais c'est mon ressenti personnel, c'est qu'on a beaucoup plus de mal de faire des actions positives sur les questions d'environnement que sur d'autres questions. Les questions, par exemple, pour obtenir l'IVG, ben, on sait des IVG. Hein. Julien Lemlac organisait des IVG par des réseaux clandestins, si on peut dire, entre guillemets. Quoi. Bon, pour avoir la contraception, oui, on distribuait la contraception. Bon, voilà. Donc là, on a beaucoup plus de mal à trouver des actions positives. Ce qui est un petit problème, parce que c'est vrai que les gens, ben, quand on n'est que dans le contre, ils finissent des fois par dire, ben, vous êtes toujours contre tout. Donc c'est vrai que je pense que du coup, l'articulation entre lutte, action de terrain et niveau politique est peut-être encore plus importante du fait de la difficulté de trouver, mais si quelqu'un en trouve, ce serait fantastique si vous arrivez à en trouver, vous les jeunes, ce serait génial, de trouver des actions en pour, quoi, finalement. Parce que par exemple, on se bat sur la rénovation énergétique, on a raison. Mais quelle action pour on pourrait faire? On va pas se mettre à rénover des immeubles, des maisons, donc c'est vrai que c'est plus difficile. Mais bon, il y a des actions de dénonciation. Donc, de l'importance à ce moment-là du politique. Je vous donne juste un petit exemple, effectivement, donc j'ai défendu en 2009 cette loi de planification écologique. Il y avait tout un débat sur le rôle de l'État, et la droite nous expliquant, c'était sous Sarkozy, qu'il y avait des incitations, des politiques fiscales, et que donc c'était parfait. Bon. Sauf qu'on n'est plus dans ce temps non plus. On n'a plus le temps. On est dans l'urgence. Donc aujourd'hui, tout ce qui est incitation, taxation, bon, voilà, ça ne bouge sur rien. Puis on voit ce que ça donne. Par exemple, les taxations sur les pesticides, la consommation de pesticides continue à augmenter. Donc on voit que ce n'est pas la solution. Donc la solution, c'est effectivement maintenant de passer sur des normes, sur des interdictions. Ce qui, dans la société, n'est pas toujours bien reçu. Donc c'est aussi une bataille à mener ensemble, sur le terrain, et au niveau politique, pour exiger ça. Et quand 2009, la planification, évidemment, la droite m'a expliqué que c'était pas utile. Hein, il y avait des plans, déjà, ça suffisait. Bon. D'autres courants, et à l'époque je venais des Verts, c'était sur le rôle de l'État. Bon. Mais on se rend compte que quand on est face à une telle urgence aujourd'hui, on est obligé d'articuler tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il faut que l'État prenne ses responsabilités, et puis au niveau des villes, au niveau des régions, et ainsi de suite, quoi. Et donc que ça peut que, pour qu'on arrive à avancer, il faut qu'on avance tous ensemble, les politiques et les activistes, quoi. Parce que les politiques, ils ont parfois tendance un peu trop écouter, des fois, l'opinion publique pourrait pas avancer assez vite, quoi. Et pour conclure, moi je dirais que
J'ai raté en 2009, j'ai pas obtenu la loi, mais en tous les cas, on a gagné une bataille idéologique, puisqu'aujourd'hui, tout le monde reconnaît que, compte tenu de l'urgence écologique, hein, pas seulement climatique, il faut absolument passer par des actions de planification. Donc maintenant, c'est aussi à nous de convaincre les citoyens à la base, partout, que c'est possible. Et c'est ça aussi qu'il faut qu'on arrive à faire tous ensemble, c'est démontrer que c'est possible. Ce qui veut dire que les actions montrent qui sont les responsables et ainsi de suite, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et les politiques, ils doivent surtout montrer que les décisions qui vont être prises sont en faveur de toutes et tous, et que ce n'est pas des décisions qui vont être discriminatoires en fonction des revenus. Et ça, je pense que pour qu'aujourd'hui l'écologie soit admise dans notre pays, d'une manière générale, de toute façon, il faut être capable de montrer en quoi elle est salutaire, elle est positive pour l'ensemble de la population, et en premier pour les classes populaires. Merci Martine. Alors pour prolonger un petit peu ce que tu as dit rapidement, je vais reposer la question à Mangoa et à Alizé. Précisément, est-ce que vous ne craignez pas, je pose des questions provocatrices, hein, c'est mon boulot ici, hein. Est-ce que vous ne craignez pas que des actions finalement répétées et qui ne soient pas, comme le disait Martine, des actions positives dans le sens où effectivement arrêter la circulation sur le périphérique, jeter de la sauce tomate, c'est pas forcément vous, hein, mais sur un tableau, soit contre-productif, c'est-à-dire que ça fait parler des problèmes, mais est-ce que ça fait parler des problèmes écologiques de manière à faire basculer l'opinion publique? Je pose cette question un peu provocatrice parce que je pense que vous y réfléchissez dans vos mouvements, parce que c'est un risque. Et du coup, je vous demande de réagir par rapport aux mots éco-terrorisme et éco-vandalisme, parce que si j'étais Darmanin, je ferais ça aussi. Hein. Je dirais, ils veulent nous le faire, eh ben, je vais les traiter d'éco-terroristes et puis ou d'éco-vandalistes. Et donc, cette criminalisation, c'est un vrai problème. Ça peut être totalement contre-productif. Alors, à quoi pensez-vous quand vous faites ça? Est-ce que vous voyez les limites de l'action et comment inverser l'affaire? Si je peux commencer. Pour moi, c'est aussi regarder dans l'histoire, on parlait des suffragettes, mais on peut parler aussi des Freedom Riders, c'est les passagers de la liberté en français, et c'était pendant le mouvement des droits civiques américains aux États-Unis. Et ça, c'est des personnes qui se sont battues et qui n'ont peut-être pas fait des actions positives, entre guillemets, mais qui ont réussi en fait à permettre dans un premier temps de déségréguer les bus interétatiques. Et ça s'est fait parce qu'il y a une répétition de perturbations, parce qu'il y a 13 personnes qui ont pris leur courage à deux mains et qui sont descendues en Alabama, où à l'époque c'était l'État le plus raciste des États-Unis. Donc c'est de ça qui s'est passé. 3 jours après, il y a 23 étudiants qui ont fait exactement la même chose. Et nous, on prend vraiment ces exemples à Dernière Rénovation par ça. Et vraiment de parler d'actions positives, ça dépend vraiment de quel prisme on est. Moi, j'ai l'impression d'être vraiment à la place où je suis aujourd'hui et de vraiment faire ça avec mon cœur parce que j'ai envie de vivre. Et je vois pas pourquoi ces actions seraient négatives. Elles peuvent se voir négatives d'un point de vue de l'opinion publique ou d'un point de vue du gouvernement, mais d'un point de vue des personnes qui vont sur la route et qui se sauvent elles-mêmes, c'est, je pense, une des actions les plus positives qu'on peut faire dans nos vies aussi. Donc c'est aussi renverser la table, enfin tourner un peu le discours. Et dans un second temps, ces actions choc, les actions de la soupe, ou nous être assis sur le bitume, c'est un moment où aussi nous on doit se positionner entre se dire est-ce que je suis du côté de l'automobiliste ou est-ce que je suis du côté de cette personne qui s'est assise sur le périph'. Et pour moi de voir un peu gratter ces citoyens qui savent pas trop se positionner ou qui se parce que moi je faisais partie aussi de ces personnes qui comprenaient pas pourquoi c'était à l'époque Extinction Rebellion qui avait fait une campagne qui s'appelait Rebellion of One où des personnes s'asseyaient sur la route. C'était une route à sens unique, donc c'était pas des périphes à l'époque, mais il y avait ça et je sais que j'ai vu ces personnes et je me suis dit ok, pourquoi ils font ça en fait? Et ça m'a interrogée, je me suis dit waouh, à quel point des personnes sont prêtes à risquer leur vie. Parce que réellement, aller sur une autoroute, bah oui, il peut y avoir des accidents, oui, ça peut être dangereux, mais en fait, il vaut mieux prendre le risque plutôt que de ne pas en prendre. Et pour moi, tout ça, je ne veux pas dire que c'est un mot positif, mais en fait, si on met notre amour et si on veut se sauver, bah c'est tout ce qu'il nous faut, quoi. Ouais. Oui, en fait, ce qui est intéressant pour moi dans la désobéissance civile, c'est qu'on doit créer un dilemme
Et donc là, il y a ce dilemme de pourquoi ces personnes sont sur la route. Est-ce que c'est à moi de les dégager en tant qu'automobiliste, comme on voit parfois sur vos actions? Est-ce que la police doit nous réprimer? Donc parfois, en fait, c'est vrai qu'il y a certaines actions où la police n'intervient pas du tout. Donc pour nous, c'est un petit peu gagné parce qu'en fait, on peut passer notre message aux passants, mais aussi au niveau des médias. Et si on est réprimé par rapport à ce qu'on fait, parce qu'en général, on fait pas grand-chose, on fait pas mal par rapport à l'État qui ne prend pas du tout en considération l'urgence dans laquelle on est, ainsi que les grandes sociétés qui continuent toujours à plus polluer et à détruire notre environnement, et aussi notre santé, parce que en fait, je pense qu'il faut le rappeler, l'écologie, les gens le voient ça loin, mais en fait, ça impacte aussi, entre autres, notre santé. Et donc, en fait, il faut créer ce dilemme. Et donc, ça fait vraiment écho à ce que tu disais. Et en plus, dans Extinction Rebellion, il y a quelque chose qu'on essaye de mettre en place, c'est une espèce de joie avec ces couleurs vives. En général, on a de la nourriture qu'on partage avec les passants, et en fait leur dire, voilà, on fait ça, on explique pourquoi, et vous voyez, on est quand même, on est ensemble, on est bien, on prend soin des uns des autres, rejoignez-nous en fait, et leur donner cette envie de nous rejoindre par cette voie-là. Donc oui, on bloque, oui, on vous embête, mais est-ce qu'on a vraiment la tête de terroriste? Je suis pas sûre. et donc c'est par ce biais-là. Marie, est-ce que vous voulez intervenir sur... Alors, personne ne réagit à éco-terrorisme, éco-vandalisme, là. Qu'est-ce que vous en faites de ces mots-là? Comment est-ce que vous luttez contre cette étiquette qu'on vous donne, qu'on vous met? Moi, je vais reprendre des mots de Noël Mamère, parce que je pense qu'ils sont... Voilà, parmi les meilleurs, comme souvent d'ailleurs, mais lui il a parlé d'indécence, de cynisme et d'irresponsabilité. Et je crois, voilà, on est vraiment dans le cœur de la critique. Pour autant, j'aimerais dézoomer un petit peu parce que finalement, cette volonté de stigmatiser et de renvoyer un rang de terroristes les écologistes et les écologistes pacifistes et désobéissants, etc., mais sans même qu'ils aient besoin d'aller jusqu'à la violence, elle est aussi vieille que Napoléon. Donc c'est quand même un peu has-been, c'est quand même un peu arriéré, mais globalement, ce que fait Napoléon, et puis après avec les velléités expansionnistes françaises, où on a quand même été relativement efficace dans l'histoire, mais on a étendu ça un peu partout dans le monde, mais on a fait rimer productivisme, et cette idée folle d'une croissance infinie dans un monde pourtant fini, avec intérêt général de la nation. Et donc au nom de cet intérêt supérieur, on a toujours condamné celles et ceux qui appelaient à un autre mode de développement, à une alternative de développement, pour reprendre les mots de Pablo Escobar. Et donc en France, pour donner un exemple qui n'est pas si éloigné, moi c'est un discours qui m'avait beaucoup frappé, d'un autre ministre de l'Intérieur, qui s'appelait cette fois Manuel Valls, qui le 17 juin 2013 nous dit qu'il y a 3 formes d'ennemis intérieurs à la nation. 1, les djihadistes. Bon ben là on est d'accord, il n'y a pas de sujet, ce sont de vrais terroristes. 2, les régionalistes. Alors là c'est un peu plus curieux parce qu'en France ça fait quand même un certain nombre de décennies qu'on n'a pas vu vague d'action violente de la part des régionalistes. Et puis 3, évidemment, les militants écologistes. Et donc c'est pour ça, c'est pas une idée vieille, et finalement cette doctrine de l'État, c'est celle qui a conduit il y a déjà 50 ans à la mort de Vita Michalon, c'est celle qui a conduit à la mort de Rémi Fraisse, c'est celle qui a conduit aussi à la mise en place illégale de la cellule Déméter, dont on n'arrive toujours pas bien à savoir si elle a été démantelée ou pas. Et au niveau mondial, c'est quand même aussi l'histoire de Chico Mendes, qui a été assassiné par un grand propriétaire terrien, de Kensaro Wiwa, qui a été assassiné, exécuté par un régime corrompu, de Berta Cáceres, qui a été tué pour s'opposer au méga barrage, plus près de nous, dans le temps et dans l'espace, de Daphne Caruana Galizia. Et ça, c'est encore 200 personnes qui meurent chaque année parce qu'elles se sont levées pour défendre leur terre avec un petit t, mais aussi la terre avec un grand T, et le droit de chacune et de chacun à une planète vivable, tout simplement. Et donc l'action, pour moi, de l'ensemble de ces activistes, d'Alizé et de Mangoa, mais plus largement de toutes ces actions qu'on voit émerger, c'est très loin du terrorisme, et c'est effectivement indécent et irresponsable de dire ça. C'est au contraire une action salvatrice de personnes qui essayent de se mobiliser pour préserver les droits. Et je ne sais pas depuis quand vouloir défendre des droits, ça doit être considéré comme un crime. Et c'est d'autant plus irresponsable, je vous parlais tout à l'heure d'écocide, que la criminalité environnementale à travers le monde, elle est en train d'exploser.
il y a tellement d'argent qui circule à cause de la criminalité environnementale que maintenant c'est autant d'argent que pour le trafic de drogue, voire c'est en train de passer devant. Et donc vous imaginez cet argent en train de fructifier dans les paradis fiscaux, à côté d'autres sources de financement, comme par exemple celle de Perenco, et d'ailleurs, voilà, on ne sait pas bien ce qui est lié, ce qui ne l'est pas, mais enfin, il y a de vrais terroristes de l'environnement, il y a de vrais éco-terroristes, et cette bataille-là, on n'entend jamais le ministre de l'Intérieur en parler. C'est certain. Martine, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je crois que pendant longtemps, bon, ce qui était au cœur de la contestation du système, c'était plutôt la question sociale, et on traitait les classes, les travailleurs et les pauvres, on les traitait de classes dangereuses. Vous avez tous entendu cette expression. Aujourd'hui, comme la critique au cœur du système, maintenant, c'est l'écologie, parce que on sait tous que si rien n'est fait, on va dans le mur, et que ça met en cause de fait la vie humaine et toute vie d'ailleurs sur cette planète, pas la planète d'ailleurs, parce qu'elle continuera toute seule. Donc ça explique pourquoi aujourd'hui il y a une telle criminalisation du mouvement écolo, quoi. Le mouvement écolo au sens large, hein, associatif et tout. Bon, parce que, Marie, c'est vrai que ça a existé précédemment. Je veux dire, le mouvement antinucléaire dans les années 70 a été très réprimé, donc effectivement avec la mort de Vital Michalon à Crespas-le-Ville. Bon. Mais là aujourd'hui, il faut qu'ils arrivent à faire passer le fait que l'écologie, leur écologie, de leur point de vue, donc qui ne remet pas en cause le système, c'est effectivement les gestes individuels. Et ça, bon, on l'entend constamment. Alors bon, il y a des aspects justes, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut qu'on fasse individuellement. Mais faire croire que tout peut se régler par des gestes individuels, bon, en mettant en plus au même niveau les uns et les autres, quelle que soit leur consommation actuelle, or, moi je dis toujours en rigolant, enfin en rigolant ça devient de moins en moins drôle d'ailleurs, fermer le robinet ou éteindre l'électricité en sortant, on apprend ça dans les familles qui roulent pas sur l'or dès l'enfance et on n'a pas besoin d'écologie pour ça, quoi. Bon. Donc les gestes individuels, oui, il faut les faire, mais c'est pas la même chose selon qu'on est riche ou selon qu'on est pauvre. Je veux dire, quand on est riche, qu'on surconsomme, alors il y a les jets privés, ce qui est la caricature, les golfs et tout ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a eu des études qui montraient que par exemple les CSP++ partent beaucoup plus en week-end que les classes populaires. Donc bon, donc le système essaie de renvoyer vers la responsabilité individuelle, ce qui n'est d'ailleurs pas uniquement le cas sur l'écologie, hein, c'est de manière générale. Et donc, dès que vous sortez de ça, et bien évidemment, ils essaient de vous criminaliser pour pas que la société s'engouffre derrière ces mouvements de remise en cause du système. Parce qu'en fait, l'angoisse de l'oligarchie, c'est ça, c'est qu'il y a finalement une prise de conscience de masse qui fait que aujourd'hui, ce ne soit pas des activistes, mais que ce soit l'ensemble de la société qui exige des comptes à ceux qui nous dirigent au niveau politique et aux entreprises qui polluent dans le pays. Donc voilà un peu le pourquoi. De la même manière, je conclue là-dessus, de la même manière que dans les grandes villes, les manifestations, pas seulement sur les questions écologistes, d'ailleurs elles sont moins réprimées, c'est là, mais toutes les autres manifestations sont hyper réprimées. Bon, pour ceux qui sont franciliens, ça, les manifs à Paris, ça devient intenable. Bon, c'est pour faire peur et que plus personne ne se mobilise, quoi, et qu'eux puissent continuer leur petite routine de croissance soi-disant verte. Mais si je peux me permettre un témoignage alors personnel, là je fais une petite incise, donc moi j'ai beaucoup participé à la bataille contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et je constate que la répression s'est accrue, c'est-à-dire que lorsque nous manifestions à Notre-Dame-des-Landes, nous avons eu des autorisations de manifester sur le périphérique nantais, sur l'autoroute, avec 40 000 personnes, on avait l'autorisation de manifester. Et là, les méga-bassines, c'est interdiction tout de suite. Donc moi, je vois bien à quel point ça a évolué. C'est-à-dire que ce que nous avons mené comme bataille sur Notre-Dame-des-Landes ne serait quasiment plus possible aujourd'hui, en tout cas pas dans les mêmes formes. Ça, c'est évident. Et on a bien compris que la seule leçon de Notre-Dame-des-Landes que le gouvernement ait tirée, c'est plus jamais ça, non pas plus jamais un mauvais projet contesté, mais plus jamais une résistance pareille. Et donc on essaye, dès le début, d'interdire, de réprimer, et c'est en cela que, effectivement, les réactions gouvernementales sont très inquiétantes, me paraissent très inquiétantes, parce que nous, on avait été traités de violents en 2014, et c'était 2014, et on avait fait plein d'autres choses avant. Hein. Donc en 2014, Manuel Valls nous avait traités de terroristes, à peu de choses près, de hyper violents, on avait saccagé la ville de Nantes, qui n'a jamais été saccagée, au cas où certains l'auraient cru, je précise.
Mais aujourd'hui, il y a même interdiction dès le début, quoi. C'est vraiment un pas de plus dans la répression, alors qu'effectivement l'urgence climatique n'a jamais été aussi grande, et surtout que tous les responsables politiques ont intégré, parce que ça c'est une des caractéristiques, ils ont intégré tous les mots. Hein. Ils vous parlent de transition énergétique, hein, de sauver la planète, voilà, de c'est-à-dire qu'ils utilisent tous les mots, et donc en parallèle, il y a une répression accrue. Bien. C'est terriblement renforcé après le vote de la loi de sécurité, alors je ne sais plus si on dit sécurité globale ou sécurité nationale, parce que ça permettait à la justice de caractériser en actes terroristes des actes de militants écolos. Donc ça a vraiment facilité et la répression judiciaire, hein, et ça s'est passé dans tous les pays. Maintenant, cette loi elle permet, dans certains pays, à emprisonner tout militant écolo, ou même tuer, alors, je sais pas, ou emprisonner à vie, ça dépend du pays. Donc, voilà. Très bien, oui, vous avez raison. C'est pas une deuxième fois que j'ai sauté sur le terrain de Roland Garros et qu'on a vu activiste et tout. Moi, je me considérais pas comme une activiste. Je me suis juste dit, je suis une citoyenne normale qui essaie juste de faire son job pour que plus tard, en fait, parce que moi, je travaille pour Dernière Rénovation, parce que c'est le seul travail que je peux faire aujourd'hui pour sauver ma vie. Et c'est vrai, quand on m'a mis cette étiquette-là, je me suis dit, oh, ok, d'accord, mais pourquoi? Et c'est vraiment ça, là, pareil, avec une étiquette d'éco-terroriste, bah pareil, en fait, c'est genre juste. On nous fout des étiquettes tout le temps, mais là l'invitation en fait c'est que c'est pas des activistes qui vont réussir enfin oui c'est des activistes qui vont nous aider à sauver l'humanité, mais c'est aussi tous les citoyens français et tous les citoyens du monde, et du coup c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention avec ces étiquettes et d'essayer de se les enlever pour qu'on puisse tous se lever. Bien sûr. Terre extrêmement large autour de la question de l'incendie du Lubrizol. Et d'ailleurs on a une CGT à Rouen, mais comme dans plein d'endroits où on aime bien aussi les actions coup de poing. D'investir la préfecture, de bloquer des ronds-points, des routes, des usines, etc. Et ceci dit, je m'interroge un peu, alors ma question est plus à la camarade d'Extinction Rebellion, puisque nous, on a un collectif extrêmement large qui réunit les syndicats, les partis politiques de toute la gauche, à gauche du PS, hein, je voulais dire, bien sûr, qui n'est pas de gauche, comme tout le monde le sait ici, toutes les associations de défense de l'environnement, et on a depuis l'incendie de Lubrizol, eu une démarche unitaire en considérant que c'était l'unité qui était la plus importante vis-à-vis de la direction de l'entreprise et de la préfecture. Et moi j'étais assez surpris quand même, que ce soit pour le premier anniversaire de la manifestation de Lubrizol ou pour d'autres initiatives, qu'à chaque fois qu'Extinction Rebellion a fait des initiatives sur la question de Lubrizol, c'était en marge, de manière séparée de la mobilisation unitaire, et y compris quand ils ont été arrêtés le jour du premier anniversaire, on a dû détourner la manifestation unitaire parce que l'action n'était pas sur le parcours, pour venir, entre guillemets, en soutien d'une action. Et je me demande de quelle manière vos interventions, elles renforcent le cadre collectif et le rapport de force, dans le sens de la lutte des classes traditionnelles, hein, dire le nombre de gens dans la rue, etc., ou si, à un moment donné, ce côté médiatique ne va pas amener à des formes de lutte qui, en fin de compte, sont très bien médiatiquement, mais du coup, de quelle manière vous entendez construire un rapport de force avec l'ensemble de la population et des travailleurs et travailleuses? Très bien, belle question. Hein. Oui, on est là, bon courage. Bon. Alors, une autre, on en prend une autre. Est-ce qu'il y a un micro par là? Et puis après, comme là, la question est très pertinente, va nécessiter de la réponse. Oui, alors moi, c'est plus une intervention qu'une question, mais ça rejoint ce que vient de dire la personne précédente. Moi, je participe aux luttes contre les méga-bassines. Et là, je constate qu'il y a une mobilisation qui est très très large et un collectif très large de plus de 120 associations. Moi, je crois qu'il y en a d'autres qui viennent de rejoindre pour préparer la prochaine action, justement. Et moi, je constate une chose, c'est que effectivement, il y a de plus en plus criminalisation des luttes, mais c'est pas nouveau. Et ce que je vois en parallèle, c'est le climat de peur que notre gouvernement a instauré depuis quelques années. Hein, on a vu monter la répression dans les manifs, et ce que vous disiez sur Paris, c'est très juste, pour que les familles ne viennent plus manifester avec leurs enfants, notamment, et ça c'est clair, c'est terminé. Donc il y a un niveau de peur qui a monté. Alors il y a eu d'autres choses derrière, il y a eu la crise sanitaire, bon, je ne développe pas, mais on en arrive aujourd'hui à un point où c'est ça qui fait barrage à la mobilisation de masse, c'est la peur.
Alors comment on fait? Est-ce qu'on arrive à passer au-delà de cette peur et on se dit, bon, bah, maintenant il faut y aller, parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Sur les méga-bassines, on n'a pas le choix. Soit on gagne, soit c'est une catastrophe générale et on n'a plus d'eau dans quelques temps. Ça va venir très vite. Donc comment on fait? Et bon, moi je suis retraitée, j'ai décidé que depuis que je suis retraite, j'étais, comment on va dire ça, activiste à plein temps. Directement comme ça je pourrais pas répondre, mais j'ai quelques pistes à vous donner. Donc en fait, pour rappel, le mouvement est un mouvement décentralisé et autonome. Donc ce que le groupe de Rouen, dans lequel je ne fais pas partie, fait, j'ai pas de visibilité là-dessus. Et d'ailleurs pour moi c'est une force en fait, notamment par rapport à la répression, d'avoir une certaine autonomie pour être beaucoup plus mouvant. Néanmoins, depuis le premier anniversaire, le mouvement était très très jeune, hein, et la plupart des militants sont des primo-militants, et donc je pense que ça a été une erreur, et ils sont passés à côté de ça. Je ne sais pas, ils ont peut-être des raisons, mais en tout cas je les connais pas. Et aujourd'hui, il y a une vraie réflexion au sein du mouvement à se rapprocher justement des autres luttes pour être dans quelque chose de beaucoup plus commun. Et donc moi ce que je vous propose c'est peut-être de prendre votre numéro de téléphone à la fin pour le donner au groupe de Rouen et de voir avec eux ce qu'on peut faire. Mais c'est vrai que ce serait chouette de gagner en synergie. Bien, alors sur la peur, est-ce que l'une d'entre vous a des choses à dire? Vous avez parfaitement raison, c'est un vrai... Je ne sais pas quoi dire à cela, parce que nous avons tous maintenant peur d'emmener nos enfants ou nos petits-enfants en manifestation. Moi, je ne le fais plus. C'est quand même un vrai problème. Mais quand on voit ce qui se passe en manifestation, on ne peut plus faire ça. Donc moi, je ne sais pas très bien comment on résiste à la peur. Est-ce qu'il y en a qui ont des solutions dans la salle? Parce que ce n'est pas forcément ici que nous allons... Alors on peut n'envoyer, alors nous à Notre-Dame-des-Landes par exemple on avait dit, mais bon il faut qu'il soit costaud, hein, on avait dit les cheveux blancs devant. Hein. Bon alors, d'ailleurs on se faisait éteindre un peu pour ceux qui ne voulaient pas aller tout de suite devant. Ça marche pas, ça. Mais ça ne marche plus. Non mais parce que ça a marché. Ça a marché. Donc effectivement, vous avez raison, c'est un vrai problème. Moi je n'ai pas de solution à ça parce que je pense qu'il n'y a que le nombre qui pourrait effectivement faire obstacle à une violence démesurée sur quelques individus. Et ça renvoie à autre chose. Comment mobilise-t-on des dizaines de milliers de personnes? Voilà. Parce que nous, les grandes manifs de Notre-Dame-des-Landes, si vous voulez, on n'a pas été réprimés sur les grosses manifs à la fin, quand on était beaucoup moins nombreux. Mais en revanche, quand on n'est pas nombreux, ça, alors là, c'est dur. Si je peux intervenir, pour une petite réponse, en tout cas pour moi, avec mon prisme de dernière rénovation, la peur, elle est présente, et justement, quand on parlait de nos enfants à les amener à des manifs, moi c'est plutôt l'inverse, c'est ma mère qui a peur de me voir partir en fait sur le périph', et c'est peut-être nous, en tout cas c'est nous, enfants de cette terre, qui avons envie d'avoir un futur, et qui allons au-delà de cette peur, parce qu'on ne peut pas se permettre en fait de vivre avec ça. Et du coup c'est faire plein d'actions en fait pour aller contre cette peur et de montrer la vulnérabilité des citoyens et des citoyennes, et de comme ça aussi en fait rallier de plus en plus de personnes à notre cause. Et ce que je parlais tout à l'heure, de voir des gens qui font ça, ça me donne aussi envie de se dire ok, en fait ils sont peu, on va se rallier à cette cause, et en fait on a de moins en moins peur quand on est de plus en plus ensemble. Peut-être le point, ouais, parce que la question était un peu formulée dans l'angle qu'est-ce qu'on peut faire contre cette peur? Mais en fait, bon, on peut avoir des stratégies pour que ce soit plus sécure, des stratégies de déviation, d'être mouvant, mais je crois la meilleure manière de ne pas avoir peur, c'est d'avoir le droit de manifester, et que notre droit de manifester soit respecté, que notre droit à nous rassembler soit respecté, que notre droit à la créativité soit respecté. Et donc ça, ça se gagne par les urnes, hein, mais c'est aussi pour ça que l'action institutionnelle et politique, elle est aussi nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait, on a besoin que les gens qui soient en responsabilité ne soient pas les gens qui condamnent, mais bien les gens qui autorisent et qui acceptent qu'il y a une liberté qui a été chèrement gagnée et qu'elle doit être respectée. Et voilà, je trouve que c'est vraiment dans ce sens-là qu'on doit le prendre, et je crois que c'est important de témoigner en fait de cette peur, de témoigner des changements. Et c'est vrai, en fait,
finalement, que je trouve des expériences comme ça, de comment que ça a évolué dans le temps, etc. Je sais pas, peut-être qu'il faut faire un livre en fait, parce que je pense que c'est important de raconter. Des actions. Ouais, non, mais de mots, des actions. Moi, je pense que c'est important de raconter et de transmettre et de raconter cette évolution à travers le temps, parce qu'effectivement, les choses changent, elles changent vite. Il y a eu la loi sécurité globale. Moi, je crois que la crise sanitaire a été vraiment aussi un moment de rétrécissement extrêmement important des libertés, mais on a besoin de raconter, notamment parce que les nouvelles générations et les néo-militants très jeunes, etc., n'ont pas connu ce qui était dans le passé, donc ils n'ont connu que ça, et de rappeler que ça vaut la peine aussi de se battre pour ces libertés-là. On reprend des questions. Alors, voilà, oui, monsieur. Bonjour. Vous avez parlé des médias un petit peu plus tôt, et du coup ma question elle porte là-dessus. Vous avez dit que l'heure n'était plus à l'information mais à l'action, et je pense tout de même qu'il y a une part importante de la population qui n'est pas consciente du problème et qui ne se sent pas concernée. Et donc je pense que c'est déjà important de les informer pour qu'ils nous rejoignent et qu'on soit beaucoup plus. Et donc du coup, de mon point de vue, je vois ces actions de Extinction Rebellion et de Dernière Rénovation que je soutiens beaucoup, mais il reste un gros problème, je pense, c'est le traitement médiatique de ces actions au niveau plus large, je veux dire dans les médias mainstream ou les médias qui sont accessibles plus facilement au grand public, et qui traitent de ces actions et non de la cause. Donc on parle de dégradation, de gêne lors de matchs ou de compétitions sportives, sans prendre le temps de parler du problème de fond qu'est l'écologie. Et donc ma question est, avez-vous un plan d'action pour aider et pousser les médias à traiter correctement ces sujets-là, et du coup, comment les aider à traiter ces sujets sans avoir le rejet de la population sur des sujets qui sont très complexes, et pour prendre le temps de s'informer correctement, et qui remettent aussi en cause tout leur mode de vie de règle générale. Bien. Une autre intervention? En fait, ça rejoint un peu une discussion qu'on a eue tout à l'heure avec Loïc des Dernières Rénovations, ce que disait bien encore sur ce qui s'est passé à Rouen, ce qui a été dit ici, enfin ça rejoint un peu tout ça. C'est comment on fait en termes à la fois d'image mais aussi concrètement pour pas être que ce soit un mouvement ou des mouvements blancs, bourgeois, qui ressemblent à une espèce de déculpabilisation blanche et bourgeoise face au changement climatique. Et pour que ça soit pas et que ça devienne un vrai mouvement qui se rallie à des mouvements existants qui font le taf sur le terrain depuis des années, par rapport justement aussi aux personnes les plus pauvres qui subissent principalement ce changement climatique. Comment on fait pour que ça soit ça? Et je rebondis vraiment sur ce que vous aviez dit, Alizé, tout à l'heure. Vous avez dit il faut choisir, parce que c'est l'action de coup de poing, il y a ce problème-là en fait. Vous dites on se met au milieu de la route et on leur dit choisissez entre votre voiture et vous mettre avec nous, mais non en fait. Enfin je suis désolée, moi ça m'a un peu... je me suis dit mais ces personnes-là qui prennent leur voiture, c'est de la dépendance à la voiture. On ne peut pas juste dire aux gens arrêtez de prendre la voiture, rejoignez-nous sur la route parce que nous on a les moyens de s'y mettre en fait. Voilà, donc je pose cette question, est-ce que c'est efficace ces actions pour changer notre image et notre sociologie concrète dans la lutte? Voilà. Oui, bonjour, alors moi j'ai été aussi membre d'Extinction Rebellion à ses débuts pendant un an et demi. Puis j'ai été coordinateur pour des élections présidentielles et législatives par la suite. En fait, je voulais témoigner de quelque chose qui m'a vraiment sidéré, c'est l'effondrement du mouvement de la jeunesse, de Youth for Climate en règle générale, et aussi du niveau de connaissance au sein des étudiants à l'université. Pendant la campagne présidentielle, je me suis retrouvé à une soirée avec des masters en immunologie, en recherche, et des enseignants en mathématiques, enfin qui allaient devenir enseignants en mathématiques. Ils ignoraient qui était Yannick Jadot, ils ignoraient qui était Mélenchon, ils ont cru que j'étais coordinateur pour Éric Zemmour. On parle quand même de personnes qui sont en master de recherche, et ça m'inquiète en fait énormément, et cette disparition en fait du lien avec le mouvement, avec le milieu universitaire m'inquiète énormément. Il y a plus de... Enfin, voilà, il y a des groupes, il y a des actions à 15, 20, mais les forces vives, elles sont aussi beaucoup dans les facs, et je vois, en tout cas, sur ma zone géographique, on est complètement coupé de ça. Et voilà, est-ce que vous avez des choses de prévues pour relancer le mouvement au sein des universités, et un peu prendre la relève de Youth for Climate, qui me semble un petit peu
en perdition actuellement. Bien, alors là on a trois thèmes. Alors le premier c'était le rapport aux médias, c'est-à-dire en gros est-ce que les médias ne font que parler de votre action du côté superficiel, en gros, hein, ils ont bloqué ci, ils ont empêché ça, etc., et pas du fond, donc comment faire? Oui, alors, donc en fait, ça c'est un problème dont on a conscience, d'ailleurs c'est notre première revendication, dire la vérité, donc nous, en faisant nos actions, de forcer le gouvernement à dire la vérité, parce qu'aujourd'hui, il mente un petit peu compte tenu de l'urgence écologique et climatique, et de aussi jouer sur les médias et de mettre la pression sur les médias. Il y a eu plusieurs actions dans ce sens en France, justement, donc ça n'a pas été d'attaquer les médias, bien évidemment, mais plutôt de leur dire que, en fait, par exemple sur le temps d'antenne ou le nombre de pages, le nombre d'articles qu'il y a dans les journaux n'est pas du tout suffisant et à la hauteur. Donc c'est vrai que le mouvement essaye de prendre en compte ça, et d'ailleurs en Angleterre il y a eu beaucoup d'actions, et notamment en fait il y a eu une victoire, si je dis pas de bêtises, avec le Guardian qui a laissé en libre accès ses articles qui parlent d'écologie. Donc il y a des choses et on y travaille dessus, et je comprends. Et c'est vrai qu'après, comment on fait nous quand les actions sont mal comprises ou détournées, et je pense que quand elles sont détournées, c'est de manière volontaire, bien sûr, pour pas que notre message passe. Et on voit notamment le traitement médiatique avec l'action sur le Van Gogh et la soupe de tomates, que moi j'ai trouvé fantastique, vraiment. J'ai trouvé ça génial, parce que ça remettait pour moi la vraie question qu'on a vue nulle part, c'est qu'est-ce qui est sacré? Est-ce que c'est l'art, ce tableau, ou est-ce que c'est la nature? Et en fait, on l'a pas vu traité de cette manière-là. Et j'ai trouvé ça dommage, parce que pour moi, c'était ce qui faisait sens. Et en fait, pourquoi un tableau est plus sacré que le vivant, je ne sais pas. Et c'est dommage que ça ne soit pas traité comme ça. Martine, tu voulais dire quelque chose sur les médias, parce que tu penses que c'est pas aussi caricatural. Voilà, je suis moins pessimiste, moins négatif, parce que je trouve que quand on regarde l'évolution, on prend il y a 5 ans, la question de l'environnement ne passait jamais dans les médias mainstream, hein, bien évidemment dans oui. Le micro n'est pas bon. Allô? Oui, je dis que je suis moins négatif parce que je trouve qu'il y a quand même eu des progrès, alors relatifs, hein, mais des progrès, et que de nos jours, quand même, les médias parlent quand même beaucoup plus d'environnement qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il y avait quelques journalistes, un journaliste au Monde, notamment Hervé Keuf, mais qui a fini par craquer et se tirer du Monde, et d'autres, quelques autres comme ça, qui reprenaient, mais très peu. Or aujourd'hui, quand même, quand on regarde, il y a beaucoup plus d'informations sur le fond qui passent dans les médias sur les questions d'environnement au sens global. Alors après, par rapport aux actions, évidemment, là, c'est autre chose. Et je veux dire, moi autant, j'ai pas de problème avec les actions. Je suis moins convaincu sur l'efficacité, sur les histoires de tableaux. Par contre, sur l'histoire de surbloquer l'autoroute, il y a eu une époque où on arrachait les OGM, des choses comme ça, les bassines, et ainsi de suite. Bon. Et je suis moins pessimiste que l'intervention qui a eu lieu par rapport à la population. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a une bascule du fait de la situation, pas du fait que nos actions ou nos discours ont convaincu les gens, mais du fait de la situation. Et même, parlons sur les pesticides, c'est une question, ayant un pied en même temps à la campagne, je peux vous dire que la question des pesticides, c'est quelque chose qui maintenant est très populaire. Le fait que les pesticides, c'est dangereux pour la santé. Et notamment parce que c'est beaucoup porté par les femmes, pour une simple raison, c'est que ça met en danger les enfants, et que malheureusement, les rapports dans la société étant tels, c'est quand même plus les femmes souvent qui se préoccupent, même si de nos jours, heureusement les jeunes hommes, ça a changé. Mais du coup, il y a une préoccupation beaucoup plus importante, par exemple, sur la question des pesticides qu'il y avait il y a 30 ans. Donc, moi, je ne suis pas pessimiste là-dessus. Je pense qu'il y a des avancées. Franchement, il y a des avancées. Et je pense que la population se rend compte de beaucoup de choses. Par exemple, sur les oiseaux, il y a constamment des reportages pour dire qu'il y a une baisse des oiseaux, du nombre d'oiseaux en France, et du nombre d'espèces en France, et ainsi de suite. Donc je pense que le problème, il est plus là. Il n'est plus tellement là maintenant. Le problème, il est sur que faire, quoi faire, comment.
C'est plus ça qui est notre enjeu aujourd'hui. Et globalement sur la presse, malheureusement, en France comme ailleurs, la presse est tenue par quelques oligarques, c'est partout pareil de nos jours. Et du coup, effectivement, c'est un petit peu eux qui décident par moment quelle est l'orientation des reportages qui sont faits. Alors, deuxième question, alors là, très difficile, hein, mais qui s'adressait directement à Alizée, donc je vais lui laisser la parole, pas seulement, bien sûr. Non, mais... Alors, comment sortir finalement de la bonne conscience blanche bourgeoise, hein, pour reprendre les termes que vous avez utilisés, c'est-à-dire, nous, on peut dire, oui, j'abandonne ma voiture parce que peut-être j'habite au centre-ville et que je peux prendre des transports en commun, mais qu'est-ce qu'on va dire aux gens de la campagne et avec leur voiture, hein? Déjà, ils galèrent beaucoup parce que on a effectivement une augmentation du prix de l'essence, voilà, donc c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que vous auriez à dire, Alizée? Ouais, si je peux juste rebondir par rapport aux médias aussi. Pour nous, c'était juste aussi une façon de, quand on fait des actions choc, de déplacer la fenêtre d'Overton, donc ce qui est considéré comme acceptable aujourd'hui. Il y a 6 mois, on n'aurait jamais dit que, bah oui, c'est normal que des humains s'assoient sur les routes, et que de plus en plus... Et que de plus en plus en fait on en fait toutes les semaines, et que forcément qu'aujourd'hui en fait on se dit bah ok, en fait c'est quelque chose de légitime, et ce que je voulais rebondir là-dessus, c'est aussi par ça qu'on a des couvertures médiatiques là-dessus. Et par rapport à ta question, nous c'est sur quoi on bosse aussi aujourd'hui, parce que je pense que c'est aussi, on va gagner en étant aussi tous ensemble et pas juste des blancs. Et j'avais réfléchi à la réponse que je pouvais te donner et je viens de l'oublier. Non, mais en fait, ce que je voulais réagir, c'était par rapport à justement ce qui t'a dérangé quand j'ai dit de se positionner entre les gens qui sont dans leur voiture et les gens qui sont sur la route. C'était pas de dire que genre les gens qui sont dans leur voiture, il faut qu'ils viennent tout de suite et qu'ils s'assoient avec nous en fait. On met en place la résistance civile, c'est des gens qui vont sur la route, mais c'est aussi des rôles non arrêtables, parce que les personnes qui vont sur la route vont en garde à vue, et que forcément on n'est pas traité de la même manière en fonction de notre genre, de notre race ou de notre milieu social, et que du coup il y a des rôles non arrêtables qui permettent aussi en fait d'accompagner cette résistance civile, et c'est aussi nous comme ça en fait qu'on essaye aussi d'accueillir aussi de plus en plus de monde dans les bancs de la résistance, si ça répond à ta question. À moitié. À moitié. Mais Marie veut compléter la réponse. Je sais pas si ça suffira. C'est ça, j'ai pas nécessairement la réponse pile poil, parce que sinon ce serait trop facile. Mais moi je fais un lien entre les 3 questions en fait. C'est cette question d'être informé et conscient. C'était les termes qui étaient... il est parti. C'était les termes qui étaient employés au début. Mais je crois qu'on a un vrai sujet dans le milieu écolo, et je suis pas sûre qu'on soit tous d'accord ici dans cette salle, mais on a un vrai sujet quand on parle d'acceptabilité sociale. Et parce qu'en fait, mais les gens ils sont pas bêtes en fait. Et ils ont très bien vu qu'il y avait un dérèglement climatique. Ils le voient de plus en plus d'ailleurs dans leur vie quotidienne. On a parlé des sécheresses, des tempêtes, des maisons qui se fissurent. Enfin, voilà, les gens ils le voient très bien. Les gens ils savent qu'ils crèvent des pesticides. Évidemment, les ouvrières et les ouvriers en Martinique, en Guadeloupe à cause du chlordécone, mais en fait même sur nos territoires, en fait ils le voient bien. Les Gilets jaunes ont beaucoup raconté dans leur combat qu'en fait c'était pour nombre d'entre eux à la fois la génération Tchernobyl, mais aussi la génération qui donnait naissance à des enfants qui étaient allergiques. On sait que la différence d'espérance de vie en France, elle est de plus de 13 ans entre les plus riches et les plus pauvres, et donc ça s'explique en grande partie par des raisons qui sont des raisons de santé environnementale. Et donc en fait les gens ils sont pas bêtes, et l'acceptabilité sociale, si elle se pose pas dans les termes, dans la signification qu'on met derrière acceptabilité sociale, notamment en faisant référence aux gilets jaunes, à la taxe carbone, etc. L'acceptabilité sociale, si elle se pose, c'est sur l'élite, est-ce qu'ils sont prêts à changer ou pas? Alors même qu'ils ont toutes les cartes en main, est-ce qu'ils sont prêts à changer ou pas? Et c'est là où elle se pose. Et vraiment, les gens, ils sont pas bêtes, et il y a un enjeu de savoir. Quand on parle de savoir, on ne parle pas de la même chose. On ne parle pas de la même chose si on parle du savoir scientifique construit par en haut, l'immunologie par exemple, ou si on parle juste du savoir, des savoirs traditionnels, populaires, etc. Alors dans le milieu écolo, on parle beaucoup des savoirs ancestraux des peuples indigènes et autochtones, mais en fait, il n'y a pas que, je veux dire, vous, moi, tout le monde a une connaissance, en tout cas d'expertise sur son territoire. Et ça répond aussi un petit peu à ta question. Moi, j'ai fait ce livre avec Priscilla Ludowski, qui est l'initiatrice de la pétition des Gilets jaunes. Et en fait, au moment où on a lancé l'affaire du siècle, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le gouvernement nous a dit Gilets jaunes contre Gilets verts, nous on est du côté des Gilets verts contre les Gilets jaunes. On a dit tout de suite, en fait, ça ne va pas du tout se passer comme ça, parce qu'en fait, c'est des combats qu'on porte ensemble.
en commun. Et donc on a pris un peu de temps, on a fait ce livre qu'on a sorti pendant le confinement, du coup ça a été un peu compliqué, mais c'est un bouquin dans lequel le premier chapitre est sur Lubrizol d'ailleurs, parce que qui habite juste en dessous de Lubrizol, et ben en fait c'est l'aire d'accueil des gens du voyage. Et cherchez pas trop parce qu'en fait partout en France c'est pareil, et on raconte un certain nombre d'histoires de ces personnes qui sont confrontées à la fois à une injustice sociale et à une injustice environnementale, parce qu'en fait la plupart du temps ça va de pair. Et donc moi la question je la pose pas dans ce sens-là, je la pose pas en me disant comment des gens qui n'ont pas le même parcours que moi, qui n'ont pas les mêmes habitudes que moi, qui n'ont pas les mêmes codes culturels et les codes de mobilisation que moi, ils peuvent venir chez moi. Je me dis, ben, moi je sais que j'ai les moyens, etc. Et donc en fait je peux me mobiliser avec mes potes, mais je peux aussi aller en soutien des gens qui se battent tous les jours sur le terrain. J'ai parlé du chlordécone tout à l'heure, on peut parler du Lubrizol, on peut parler de Sue-Hélène de Metz, du collectif des femmes d'Hélène Ronchin qui se battent comme des folles pour leur droit à un environnement sain, mais pour le droit à un environnement sain de l'ensemble des aires d'accueil. À Salsigne, ils sont tous seuls à se battre contre les pollutions de l'or, etc. En général, les politiques qui passent, ils viennent une fois, ils prennent la photo, ils se barrent, ils ne reviennent pas. À Fos-sur-Mer, c'est aussi dramatique. Sur le bassin de Lac, en fait, il y a plein d'endroits où les populations, et c'est pas qu'une question de couleur de peau, il y a des populations partout qui sont dans des situations d'exploitation sociale, de domination sociale, qui vivent aussi des injustices environnementales. Et donc, à mon sens, la question, c'est pas tant comment est-ce qu'on les fait venir dans les manifs à Paris, c'est comment est-ce qu'on mobilise les manifestants à Paris pour aller en soutien de ces luttes qui sont absolument essentielles. Très bien. Alors comme Marie a montré son livre qu'elle vous dédicacera tout à l'heure quand vous serez sortis d'ici en bas, j'en profite pour monter, parce que sinon j'oublierai, le livre de Martine qui s'appelle « La sobriété, une impérieuse nécessité ». Donc vous les retrouverez toutes les deux. Je pense qu'Alizé et Mangoine n'ont pas encore écrit. Bon, alors ça viendra peut-être. Hein. Vous serez, voilà. Alors il y avait une question sur... une forme de désespérance, j'ai entendu, par rapport à des chercheurs ou à l'université, etc. Bon, voilà, oui. Alors ça, c'est sûr qu'on a noté que le mouvement jeune sur le climat nous paraît avoir pris un petit coup. Moi, je pense que c'est quand même lié au problème de la manifestation. La manifestation n'est peut-être plus le seul outil, la manifestation traditionnelle, hein, avec les chants, les gens, les banderoles, où on sait que ça va cartonner à la fin ou au milieu ou au début. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Moi, je voulais quand même donner une petite note d'espoir à ceux qui pensent que du côté des chercheurs ou de la fac, ça va plus. Moi, j'ai quand même vu qu'il y avait 16 scientifiques arrêtés à Munich. Alors, le fait qu'ils soient arrêtés, c'est pas optimiste, mais le fait que ce soit 16 scientifiques qui finalement disent, en gros, on ne peut plus faire seulement de la science, on est embarqué, il faut participer aux actions, c'est quand même un signe d'espoir. Et puis il y a une chercheuse suisse connue, voilà, Julia Steinberger, je ne sais pas comment on prononce exactement, mais qui est chercheuse à l'université, qui est engagée, militante, activiste, et qui effectivement défend le droit d'être à la fois scientifique et citoyenne active. Et je pense que c'est quelque chose qui bouge. On a vu les jeunes des nouveaux diplômés des grandes écoles dire « nous refusons de faire les métiers que vous nous proposez finalement ». On les a vus à Agro Paris Tech, on les a vus à Normal Sup, on les a vus à Polytechnique. Enfin, je veux dire, il y a quand même des mouvements. Après, bon, ça ne veut pas dire que toute l'université est derrière, mais si je peux me permettre de compléter. En fait, oui, j'ai fait le même constat, j'ai fait des études de biologie et la politique est inexistante à la fac dans ces filières-là, inexistante. J'étais la seule à parler politique et personne ne comprenait pourquoi je parlais de ça, donc voilà. Et aujourd'hui, dans mon travail, je travaille avec pratiquement que des scientifiques. Et pareil, complètement une absence de connaissances politiques. Mais vraiment, de l'histoire politique, de connaissances politiques, c'est un vrai problème pour moi. Et puis pour eux. Et en même temps, aujourd'hui, il y a le mouvement qui est une branche d'XR, Scientist Rebellion, et en fait, c'est vraiment les scientifiques qui se mettent en rébellion. Donc ça débute tout juste en France. On a été en contact avec eux. Ils essayent, donc il y a une première action coordonnée justement pour la COP27, excusez-moi, sur les jets privés en cible simultanément entre plusieurs pays. Il y a eu justement, donc, comme tu l'as dit, 16 militants qui ont été en prison pendant 2 semaines en Allemagne.
et donc dont des Français, dont des chercheurs français qui étaient là-bas, et j'ai l'impression qu'il y a un espèce de sursaut en ce moment des scientifiques qui rentrent en rébellion, résistance, pas que par scientifique rébellion, mais aussi par certains sujets de recherche où XR a été contacté justement pour faire et collaborer à faire de la recherche avec eux en mathématiques et en informatique. Donc j'ai l'impression qu'il y a un certain changement qui se fait. Et par rapport à Youth for Climate, c'est vrai qu'il y a eu un gros down, et en fait ils sont en train de renaître de leurs cendres, et ils sont en train de préparer plein de chouettes choses, et pareil, on est très liés avec eux, donc on vous promet plein de belles choses pour cette année. Bon, ben voilà une bonne nouvelle. Alors on reprend une batterie de questions avant de conclure. Oui, bonsoir. Je voulais partager une interrogation. Vous avez évoqué à plusieurs reprises la notion d'écoterrorisme qui a été... l'expression était dans la bouche de Darmanin récemment. Ce qui m'inquiète, c'est que cette notion, qu'on s'habitue à cette notion, et une forme d'adage ou de réflexion qui dit que quand on fait nôtre les mots de l'adversaire, alors la bataille des idées est perdue. Et j'ai un peu peur qu'il se passe la même chose avec l'écoterrorisme qui s'est passé avec les islamo-gauchistes. C'est-à-dire que c'était une espèce d'idée conceptuelle venue de nulle part, qui était une espèce d'amalgame un peu nauséabond, et qui a fini par être une expression toute faite qu'on sort comme un point Goldwyn, et après ça, on ne peut plus rien dire, il n'y a plus de sujet, il n'y a plus de débat, et puis voilà. J'ai été très très contente de voir justement une prolifération, parce qu'il y a quand même une démultiplication en tous les cas de mouvements de jeunes pour des actions choc, c'est-à-dire de visibilité d'un problème, notamment le climat. Mais ma question, c'est, et ça rejoint un peu la question de la coordination des actions, ça rejoint la question du relais qu'on en donne, de ceci, de cela. Je voudrais savoir si à l'intérieur de chaque groupe, donc Action Rébellion et Dernière Rénovation, il existe des... je dirais de l'auto-formation, de la formation, de la réflexion politique qui permettent de, à chaque fois, se rénover tant dans les formes d'action que dans le message qui est lancé. Merci. Très bien, merci. Alors, Marie, c'est d'abord à vous de répondre sur... Ah non, mais alors là, il faut peut-être quand même une dernière. Allez. Oui, alors ma question est la suivante. Moi, je suis allée en Chine qui, en 8 ans, a vu les berlines se déverser dans les rues. Avant, c'était des vélos. Je suis allée à Téhéran, qui est sous un nuage de fumée, parce que l'essence ne coûte rien là-bas. Donc, supposons que, grâce aux actions, ce que j'espère, la France devienne à 100% vertueuse. Je pense que, quelque part, on ne pourra pas faire l'économie de dire « Regardez, c'est un modèle », parce qu'en fait, on ne changera pas le climat si on devient vertueux à nous-mêmes. C'est pas l'Hexagone qui pollue la planète. Donc il faudra quand même avoir de la communication pour dire voilà, on est un modèle, on est la France, et autre chose. Et ça revient au truc de la recherche où je pense quand même les scientifiques sont sensibles, et maintenant à l'intérieur des laboratoires, on se pose la question, etc. C'est qu'est-ce qu'on... La reconnaissance de l'écocide. Ouais, mais juste avant, la France est quand même la 12e pollueuse mondiale. Oui. La moyenne de pollution par tête, et je parle juste du CO2, hein, parce qu'après pesticides, tout ça, on peut largement en parler aussi. Juste en termes de CO2, on est 1,5 fois au-dessus de la moyenne mondiale. Et donc en fait, moi je veux bien, d'abord grande solidarité, toute solidarité avec les Iraniennes, mais je veux bien qu'on parle des autres pays du monde, y compris de la Chine. En fait, on est encore au-dessus aujourd'hui, et donc de demander aux autres d'agir et de dire faut qu'on agisse, mais on va demander aux autres d'être exemplaires aussi. Bon, toute proportion gardée, quoi. Faut que nous on soit d'abord sur la bonne voie avant de parler. Et globalement, il n'y a quasiment pas de baisse des émissions par tête depuis 1990. Donc c'est juste pour bien mettre le truc au clair. Voilà. Écoterrorisme, le terme, ouais, en fait, on a deux choix. C'est soit on le prend et on le revendique et on le tourne en ridicule, soit effectivement on le colle aux vrais écoterroristes dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, il faut qu'on mette cette bataille-là.
Là, pour dire hyper rapidement, en fait, j'ai lancé il y a 2 ou 3 ans une alliance internationale des parlementaires pour la reconnaissance de l'écocide. Ce qu'on essaye de faire, c'est de promouvoir la reconnaissance de l'écocide dans des tas de pays dans le monde avec la même définition pour faire ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est-à-dire faire émerger une coutume qui fasse que, en attendant que ce soit reconnu à la Cour pénale internationale, on ait le même, voilà, la reconnaissance avec la même définition. Macron et son talent pour reprendre et détourner les mots, n'est-ce pas Françoise, a pris le terme d'écocide, l'a mis dans la loi avec une définition qui n'a rien à voir avec le schmilblick. Bon, il fait ça d'habitude. Là, au niveau européen, on a quand même réussi à faire avancer les choses dans plusieurs parlements, en Espagne, aux Pays-Bas, voilà, il y a plusieurs endroits. En Allemagne, où le terme était quasiment interdit jusqu'à il y a peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, les mots ancides, ça leur fait peur. Pas le terme pesticide, donc c'est un peu difficile à comprendre, mais quand on parle d'écocide et de Cour pénale internationale, ça résonne différemment chez eux. Mais ça a changé avec un documentaire qui s'appelait Ococide, qui a été diffusé en Allemagne il y a 2 ou 3 ans. Je me demande s'ils sont pas assez proches d'Extinction Rebellion Allemagne, d'ailleurs, les gens qui ont fait ça. Et du coup, ça fait un peu bouger la donne, et puis la Belgique se lance vraiment dans la reconnaissance du crime d'écocide. Ce qui fait quand même bouger les lignes, et ce qui permet de faire en sorte que la Commission européenne parle de reconnaissance de l'écocide, enfin c'est un peu en l'air. Et là, au Parlement européen, on a eu le premier vote contraignant qui était il y a 3 semaines. Donc c'est la première commission qui prend la parole. La reconnaissance de l'écocide, l'écocide est défini comme la définition internationale qu'on voulait lui donner, donc un crime au dommage étendu, grave ou durable, qui doit être sanctionné à partir de 15% du chiffre d'affaires des entreprises, et pour tous les actes qui auraient bénéficié à une personne qui soit établie sur le territoire de l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est pas seulement sur le territoire, c'est pas seulement pour les entreprises européennes comme Total, j'y reviens, qui auraient commis des méfaits à l'étranger, c'est aussi pour toutes les personnes qui bénéficient notamment en termes financiers, de l'atteinte à la nature qui a été causée. Il y a encore plusieurs commissions à passer, puis un vote en plénière. Franchement, on est autour de 50%. Quoi. Donc, de quel côté ça va tomber? On travaille ardemment pour que ce soit 50,01 et pas 49,9. La route est longue, voilà, mais ça va être le Parlement européen va voter en mars. Et par contre, après, il faut discuter avec le Conseil, c'est-à-dire les États membres. Et là, c'est une autre paire de manches. Le problème majeur, c'est que la Suède, vous savez ce qui s'est passé en Suède, comme en Italie, c'est les néo-nazis qui sont au pouvoir. L'une des premières décisions, ça a été de rehausser les plafonds de CO2 pour la Suède. Donc ça va pas être simple parce qu'ils sont à la présidence de l'Union européenne dans le premier semestre. Donc à quel moment commencent les négociations, comment on peut les faire avancer, etc. Ça va... Voilà, ça va dépendre un peu. On croise aussi les droits très fort pour que en Espagne ça se passe bien et que dans le second semestre ce soit un bon gouvernement qui soit en Espagne, parce que c'est eux qui sont présidents du Conseil après. Ça va pas être de la tarte, mais beaucoup des États, jusqu'à maintenant, aucun État n'a dit non à la reconnaissance de l'écocide. Pour l'instant, ils ont dit oui, mais si on n'est pas tout seul. Et donc le niveau de l'Union européenne, il est pas mal pour ça, parce que si on y va au niveau de l'Union, on n'est pas tout seul, on est 27. Donc peut-être que ça peut changer la donne, mais on doit encore se batailler un peu. J'ai une pétition sur mon site internet. Venez signer, aidez-nous à porter cette reconnaissance-là. On va lancer des actions ciblées vers des députés, etc. Donc venez, marietoussaint.eu. Voilà. Merci Marie, merci. Martine voulait intervenir. Reprendre. Oui, sur 2 points rapidement. Bon, sur qui est responsable aujourd'hui, qui est le plus responsable sur les émissions. Donc par habitant, parce que c'est important, la Chine est très loin en fait, hein, alors que tous les pays de l'OCDE, au contraire, sont très hauts. Plus si on prend l'accumulation historique d'émissions de gaz à effet de serre. Il ne faut pas sous-estimer la Chine, parce que les villes de Chine sont effectivement devenues tellement insupportables à un moment que la Chine a investi massivement. Comme c'est un immense pays, que c'est une dictature, quand ils décident de mettre les moyens quelque part, ils y arrivent. C'est le premier producteur de panneaux solaires au monde, et c'est pas un hasard, c'est justement parce qu'ils se sont rendus compte à un moment que leur pays devenait invivable, quoi. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, sur l'aide aux pays du Sud. C'est normalement un débat dans la COP27 en ce moment. Bon, c'était normalement un accord qui sortait de la COP21. Les pays pollueurs, les pays qui avaient le plus émis de gaz à effet de serre, devaient aider les pays du Sud à la transition. Normalement, avec un fonds de 100 milliards de dollars par an. Bon, on est au max à 80 milliards, mais surtout, c'est que souvent, ce sont des prêts, et pas des aides.
Donc c'est comme d'habitude, c'est les pays riches prêtent aux pays pauvres pour que ce soit les entreprises des pays riches qui aillent faire des profits dans le sud. Donc il y a aussi ça comme débat, c'est-à-dire que c'est pas possible de continuer comme ça. Les pays du sud, les îles sont ceux qui sont en train de plus subir les conséquences du dérèglement climatique, dont les responsables sont les pays du nord émetteurs de gaz à effet de serre. Et au passage, il y a un débat qui a été lancé il y a quelques jours sur la démographie. Aujourd'hui, les pays du Nord sont des pays en démographie qui baissent, bon, mais ce sont quand même ceux qui continuent à émettre le plus et dont les émissions continuent à augmenter, alors que les pays du Sud, dont la population augmente, ils émettent très peu. Donc la question de la démographie, en fait, est une façon d'essayer d'échapper à ses responsabilités de ce point de vue. Dernier point sur la recherche. C'est un vrai débat. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est que justement, en plus des gestes individuels, tous ceux qui ne veulent pas changer le système nous expliquent que la technologie va venir au secours et qu'on va trouver des solutions. Donc il y a des trucs complètement délirants sur ensemencer les nuages, à un moment donné ils voulaient aussi ensemencer l'ostéron, ça c'est plutôt abandonné. Bon, et d'autres solutions tout aussi dangereuses, stocker le CO2, donc on ne sait absolument pas les conséquences. Donc par contre, il y a une bataille à mener sur l'orientation de la recherche vers des solutions utiles. Et toujours globalement, pas parce que le danger, c'est des fois qu'on règle un problème, on en crée un autre. Donc c'est vrai qu'il faut avancer sur le stockage de l'électricité, ça ce serait très utile. Bon, il y a d'autres recherches à faire. Et en ce moment, j'ai vu que la SNCF faisait beaucoup de recherches pour remplacer les trains au diesel par d'autres motorisations. Donc tout ça, c'est positif. Mais à chaque fois, il faut avoir un œil critique pour que on ne nous vende pas des recherches qui sont des chimères ou qui sont un moyen de ne pas changer le système et de surtout pas répondre à l'urgence écologique. Merci Martine. Alors Alizé voulait donner en partie une réponse à madame. Ouais, c'est une réponse un peu des trois. C'est justement, je voulais commencer par ce que j'ai commencé tout au début, qui était par rapport au réseau A22, qui est la coalition internationale dans laquelle Dernière Rénovation rentre, et en fait dans laquelle l'Angleterre, Just Stop Oil est, mais aussi le Canada, les États-Unis, et en fait pas mal de pays occidentaux ont des campagnes comme Dernière Rénovation avec une demande bien précise. Et ça, je pense que c'est quelque chose de nouveau aussi. On est tous en train de lancer des dés, et la première campagne en fait qui gagnera, ça lancera un peu ce feu aux poudres que la résistance civile, ça marche, et c'est comme ça en fait qu'on force la volonté politique dans un premier point. Le deuxième, par rapport à la formation, on a pas mal de personnes qui travaillent avec nous à Dernière Rénovation, et par ce fait qu'on soit 11 campagnes, on est aussi tous en train d'essayer et de voir des choses qui marchent ou qui ne marchent pas. Et je vois qu'on a une énorme chance aujourd'hui d'être en France et de pouvoir aussi, encore aujourd'hui, avoir la liberté d'expression et de pouvoir en fait s'asseoir sur les routes, être envoyé en garde à vue et d'être bien traité. Et c'est quelque chose qui marche encore, mais qu'en Chine, par exemple, on ne devrait pas du tout faire. Et sur les suffragettes et sur la violence, aujourd'hui, nous, on est un mouvement non violent, mais dans 10 ans, si on regarde ce qui s'est passé cet été, il y a une violence climatique, et la violence qu'on va subir dans les années à venir, parce qu'en fait il va y avoir de moins en moins de nourriture, donc du coup on va devoir se battre pour réellement survivre. La violence va arriver à nous en fait, et du coup c'est juste, moi j'aimerais clôturer par ça, c'est qu'aujourd'hui on a encore le luxe d'être non violent et de pouvoir se lever et faire quelque chose avant que ce soit trop tard, et du coup d'engendrer toute la violence qui reste. Bien, alors je crois que nous avons fait un bon tour d'horizon. Il y a encore plein de questions, mais elles vont rester certainement pour parler avec vous, ou devant les livres, ou ici. Alors moi je vais conclure en vous donnant d'autres conseils de lecture. J'en ai déjà donné 2 de livres intéressants, mais bon, il faut bien évidemment que chacun lise ou relise le discours de la Boétie, qui ne nous rajeunit pas, mais qui était le discours sur la servitude volontaire. Donc l'ami de Montaigne, vous savez, c'est il y a longtemps, mais lui, il s'étonnait qu'on puisse volontairement être obéissant. Donc c'est une petite lecture, c'est très rapide, et puis ça se lit vraiment facilement. Je vous conseille aussi de vous rappeler ce que disait Thoreau, l'Américain qui a finalement lui-même désobéi et qui a dit, alors quelque chose d'intéressant, il dit, ce n'est pas parce que j'ai voté, je pense qu'on doit méditer ça, que j'ai donné mon consentement à tout. Et je pense que c'est une très bonne réponse à faire à ceux qui vous disent « mais enfin, les urnes ont parlé ». Alors ça n'est pas parce que vous avez voté ou que d'autres ont voté que vous avez donné votre consentement à tout. Et lui prônait non seulement le droit de désobéir, mais le devoir de désobéir.
Alors là, ça nous renvoie à Antigone, hein, lorsqu'effectivement la loi qu'on me demande de respecter me paraît effectivement contraire à la loi fondamentale, morale, qui est la mienne, je désobéis, avec le risque pour Antigone de mourir. Bon. Alors, ça fait beaucoup de lectures, mais le dernier conseil de lecture, c'est pour répondre à ce que tu disais des suffragettes qui posaient des bombes. Alors moi, je vous recommande vraiment les 2 romans d'Edward Abbey. Edward Abbey est un grand écologiste américain qui a été gardien d'un parc national, qui a vu les dégâts sur la nature américaine. Et il a écrit 2 livres formidables, 2 romans, Le gang de la clé à molette, je n'en dirai pas plus, et Le retour du gang. Ça, c'est si vraiment les actions pacifiques ne marchent pas. Lisez ces romans, ils sont formidables et ça donne des envies d'agir.